Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du chapitre 15 et nous allons parler des transitions d'énergie dans une molécule. Alors nous allons parler jusqu'à présent des transitions d'énergie pour un atome, et notamment de l'atome d'hydrogène. Nous avons parlé des transitions d'énergie entre niveaux d'énergie électronique. Alors une molécule, par rapport à un atome, elle va être constituée de plusieurs atomes. Et évidemment, dans une molécule, on peut avoir de l'énergie sous forme électronique, mais la molécule, elle peut également avoir de l'énergie de par le fait qu'on peut avoir des vibrations pour les liaisons de la molécule. Voilà, c'est illustré ici pour la molécule d'eau. Vous avez en rouge l'atome d'oxygène, en blanc les atomes d'hydrogène, et vous pouvez avoir comme ceci des vibrations qui correspondent à des élongations. Alors je vais vous faire voir ça dans le détail dans une autre animation. Donc ici dans cette animation, on vous montre schématiquement une molécule d'eau avec les deux liaisons comme ceci qui vont vibrer. C'est un type de vibration possible. Voilà. Un deuxième type de vibration possible antisymétrique comme ceci. Vous pouvez également avoir ce genre de choses, ce genre de vibration. Ou encore ce genre de choses. Voilà. Donc il faut s'imaginer dans la nature les molécules comme ceci qui sont constamment en train de vibrer. Vous avez les liaisons qui apparaissent comme des petits ressorts et on a continuellement des petites vibrations comme ceci. Et évidemment, plus la molécule a de l'énergie, plus elle va vibrer. Et de la même façon que les niveaux d'énergie électronique, les niveaux d'énergie vibrationnelle sont quantifiés. Ce sont ces niveaux d'énergie vibrationnels que l'on voit entre guillemets avec un spectromètre infrarouge, donc en spectrométrie infrarouge, où vous avez absorption des molécules, et les molécules vont absorber des rayonnements infrarouges et avoir des résonances qui correspondent aux variations d'énergie vibrationnelle. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que en spectroscopie infrarouge, pour reconnaître les molécules, on avait la possibilité de voir l'énergie des liaisons associées, c'est-à-dire leur mode de résonance. Donc si on revient à nos diagrammes de niveau d'énergie, on peut voir que pour une molécule, on a comme pour un atome des niveaux d'énergie électronique, comme ceci, ce sont les traits bleu foncé, mais on va avoir pour chacun de ces niveaux électroniques des sous-niveaux, des sous d'énergie vibrationnelle, qui sont eux-mêmes quantifiés et qui sont évidemment beaucoup plus rapprochés les uns des autres parce qu'ils mettent en jeu des énergies qui sont beaucoup plus faibles. Pour les niveaux d'énergie électronique, quand on passe d'un niveau d'énergie électronique à un autre, on est sur des ultraviolets proches ou alors du visible, sur les sous-niveaux d'énergie vibratoire. Pour passer de l'un à l'autre, on est sur des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, donc des énergies plus faibles. On est sur des infrarouges comme on vient de le voir. On a de la même façon des sous-niveaux d'énergie rotationnels qui sont encore plus rapprochés que les sous d'énergie vibratoire. Donc pour chacun des niveaux d'énergie électronique, on a des sous-niveaux d'énergie vibratoire, et pour chacun des sous-niveaux vibratoires, on a des sous-sous-niveaux d'énergie rotationnelle, et là sur des énergies qui sont encore plus faibles. On a des transitions pour des énergies qui sont plus faibles. Donc on peut avoir entre niveaux d'énergie électronique des transitions qui correspondent d'un niveau vibrationnel à un autre. Donc en fait on peut avoir des absorptions sur des niveaux d'énergie différents. On n'est pas sur des niveaux d'énergie forcément sur des variations des niveaux d'énergie très précises.
Grand 2 maintenant, grand 4 maintenant, dualité onde-corpuscule. Donc, alors, on a vu que la lumière, c'est une onde. On peut dire que ça se comporte comme une onde. Bon, on a vu également que la lumière, ça peut se comporter comme un photon. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière au final? Est-ce que c'est un photon? Est-ce que c'est composé de photons? C'est-à-dire, est-ce que c'est un flux de particules? Ou alors, est-ce que c'est une onde? Bon, alors évidemment, photons et ondes lumineuses, ça rentre en contradiction. Bon, comment ça se fait que la lumière puisse être et l'un et l'autre? Donc on a des expériences qui nous montrent que la lumière a un comportement ondulatoire et des expériences qui nous montrent que la lumière a un comportement particulier. Donc par exemple, pour le comportement ondulatoire, on a les phénomènes de diffraction ou d'interférence classiques, et pour le comportement particulier, on a d'autres phénomènes. Alors l'effet Compton, l'effet photoélectrique, et dans ces effets, la lumière, c'est des petits photons qui, comme quand de l'effet Compton, on a un photon qui vient percuter un électron d'un atome. Et là, on rend très bien compte de ça avec l'image d'une petite particule comme étant un grain de lumière. Donc au final, on dit que la lumière représente une dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que c'est à la fois une onde et un corpuscule. Alors en fait, ça n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est ni une onde ni un corpuscule. Et pour montrer ceci, il y a une petite image que je vais vous présenter. C'est la métaphore du cylindre. Donc vous prenez un cylindre, vous l'éclairez par le haut, l'ombre projetée, c'est un cercle. Vous prenez un cylindre, vous l'éclairez de côté, l'ombre projetée, c'est un rectangle. Donc quand on ne voit que les ombres, on pourrait penser que le cylindre, c'est soit un cercle, soit un rectangle. Et en fait, vous voyez bien que le cylindre, ça n'est ni l'un ni l'autre. Bon, alors c'est une métaphore, c'est pour vous dire que la lumière, ça n'est ni une onde, ni un corpuscule. De temps en temps, on voit ça comme un corpuscule, de temps en temps, on voit ça comme une onde, mais ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est autre chose que l'on décrit en physique quantique de façon assez abstraite. Alors que la lumière se comporte à la fois comme une onde ou un corpuscule, ça peut paraître très étrange, mais il y a encore plus étrange, c'est que les particules, comme les électrons par exemple, ou les protons, les neutrons, tout ça, eh bien, peuvent eux-mêmes se comporter comme des ondes. Donc la dualité onde-corpuscule n'est pas propre aux photons, elle est propre à toutes les particules. Donc toute particule peut se comporter soit comme un électron, soit comme une particule, soit comme une onde. Alors cette idée nous vient d'un Français, Louis de Broglie. Il a eu cette idée en 1923 et il a exposé cette idée dans sa thèse de doctorat. Donc pour vous dire, c'était quand même un travail de haut niveau et assez précoce. Donc il a fait ça pour pouvoir expliquer pourquoi les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés. Donc il a supposé lui que les électrons pouvaient avoir un caractère ondulatoire et dans son idée, eh bien, les électrons étant des petites ondes autour du noyau, se déplaçant, des petites ondes donc se déplaçant, étant autour du noyau, eh bien, pour certaines orbites particulières, on pouvait avoir des énergies, des électrons d'énergie quantifiés et pas pour d'autres. Donc avec son idée, de Broglie a pu retrouver les niveaux d'énergie, les valeurs des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et en 1927, on a pu vérifier cette hypothèse expérimentalement, puisqu'on a pu diffracter un faisceau d'électrons. Donc on s'est aperçu que les électrons qu'on considérait habituellement comme des particules peuvent être diffractés comme une onde. Donc l'idée c'était de faire passer des faisceaux d'électrons à travers un trou, et puis derrière on a observé une figure de diffraction. Donc, à toute particule en mouvement, on associe une onde de matière de longueur d'onde lambda, et de Broglie a proposé une relation pour ça. Donc la relation c'est celle-ci. À toute onde de longueur d'onde lambda, on associe une quantité de mouvement P,
qui est égal à h sur lambda, ou inversement. Si on a une particule de quantité de mouvement p, on peut lui associer une longueur d'onde lambda. Alors, pourquoi tous les objets autour de nous n'apparaissent-ils pas comme des ondes? Eh bien, le caractère ondulatoire est significatif que lorsque la dimension de l'obstacle est du même ordre que la longueur d'onde. Donc si on a des longueurs d'onde quand même suffisamment grandes par rapport aux obstacles. Alors, par exemple, on vous demande ici une application de calculer la longueur d'onde associée à un électron. Alors, on vous donne la masse d'un électron, donc 9,11 10 puissance moins 31 kg, et la vitesse de l'électron, 1,5 10 puissance 4 mètres par seconde, donc une vitesse bien inférieure à la vitesse de la lumière. On a ici un électron non relativiste. Cette relation, évidemment, serait à modifier dans le cas de particules relativistes qui iraient à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc ici, on est dans une théorie là, non relativiste. Donc la relation de Du Broglie nous donne P égale H sur lambda. Donc nous, on souhaite calculer ici la longueur d'onde. Donc lambda, c'est égal à H sur P. Or, la quantité de mouvement P, donc vous l'avez appris dans le cours de mécanique, c'est la masse multipliée par la vitesse. Donc la longueur d'onde, ici, ce sera H divisé par mv. Donc la longueur d'onde, on va l'avoir ici, H 6,63 10 puissance moins 34, divisé par la masse de l'électron, 9,11 10 puissance moins 31 kg, multiplié par la vitesse de l'électron, 1,5 10 puissance 4 mètres par seconde, ce qui nous fait une longueur d'onde de 4,8 à 10 puissance moins 8 mètres, soit 48 nanomètres. Donc 48 nanomètres, c'est assez petit. Donc pour diffracter des électrons, il faudra des obstacles de l'ordre de grandeur de 48 nanomètres ou moins. Donc on peut diffracter des électrons avec par exemple des cristaux métalliques. Troisièmement, on va développer brièvement maintenant l'aspect probabiliste des phénomènes quantiques. D'abord, on va reproduire l'expérience des fentes d'ondes que vous connaissez. On va voir ce que ça donne si à la place de la lumière, on prend des particules comme des électrons. Alors pour ça, je vous montre une petite animation. Alors, dans cette animation, regardez, on vous propose d'abord de voir ce qui se passe quand on fait passer des électrons considérés comme des particules à travers deux fentes, les deux fentes Young. Donc là, ici, on suppose que les électrons sont des particules, donc on envoie ces particules comme des petites billes là, à travers les fentes. On peut imaginer qu'il y en a qui rebondissent sur les parois. Bref, on va retrouver les particules, vous voyez, dispersées de part et d'autre et des fentes sur l'écran que vous avez en face des fentes. Enfin, les impacts sont dispersés comme ceci, de façon symétrique, et puis bien évidemment, vous voyez qu'on va retrouver des impacts un petit peu partout. Bon, maintenant, que se passerait-il si les électrons étaient des ondes? Alors, s'ils étaient des ondes, voilà, vous avez ici, on vous représente une onde. Vous voyez que vous avez diffraction de l'onde par chacune des fentes. Et puis, qu'est-ce que l'on va observer sur l'écran en face? On va observer une figure d'interférence. Donc, on observerait ceci si les électrons étaient des ondes. Et maintenant, là, vous avez vu que les électrons, ce n'est ni une particule ni une onde au final. C'est un objet quantique. Donc qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand on envoie des électrons sur, comme ceci, des fentes? Est-ce qu'on observe la même chose que ce que l'on voit quand on observe des petits grains qu'on lance comme ça sur les fentes, ou est-ce qu'on observe ce qui se passe pour une onde? Alors, regardez, cette petite animation vous le montre. Alors ici, on vous représente l'objet quantique comme ceci, comme une espèce de vague. Bon, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas forcément plus mal. Donc on voit que cet objet quantique passe par les deux fentes à la fois. Vous voyez que c'est bizarre.
On ne peut pas imaginer qu'un électron passe par les deux fentes à la fois si c'est une petite bille. Si c'est une onde, on le conçoit. Bon. Par contre, regardez ce qu'il y a de bizarre, c'est que quand l'électron apparaît sur l'écran en face, ici, son point d'impact est localisé exactement comme ce qui se produirait si c'était une petite particule. Donc on a un comportement un peu bizarre avec cet objet quantique qu'est l'électron, c'est qu'il est capable de passer par les deux trous en même temps comme une onde, mais par contre, quand il fait un impact sur l'écran en face des deux fentes, il fait un impact comme le ferait une particule de taille réduite. Alors on envoie d'autres objets quantiques comme ceci, d'autres électrons, et on les envoie un par un. Alors qu'est-ce qui se passe quand on les envoie un par un? On peut voir a priori que les impacts vont se voir un petit peu n'importe où sur l'écran. Là, vous voyez, vous avez des tâches un petit peu n'importe où. Donc ça, c'est si on envoie très peu d'électrons. Bon, mais si on envoie maintenant un très grand nombre d'électrons, qu'est-ce que l'on va retrouver? Regardez. On retrouve que les électrons ne se sont pas dispersés totalement au hasard, et que les impacts des électrons se retrouvent là où on a des franges d'interférence, là où on aurait des franges d'interférence avec une onde. Donc en fait, si je fais passer les électrons un par un, j'obtiens un aspect corpusculaire sur l'écran, c'est-à-dire que j'obtiens des impacts qui sont des petits points, et si je fais passer un très grand nombre d'électrons, je vais voir l'aspect ondulatoire de ces objets quantiques avec des franges d'interférence. Donc les impacts, vous voyez, vont se regrouper comme ceci statistiquement de façon plus importante sur ce qui apparaît comme étant des franges d'interférence. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'aspect probabiliste dans les phénomènes quantiques. C'est que les particules, quand elles sont toutes seules, on a des impacts un petit peu n'importe où, on voit rien de particulier, mais on voit apparaître ici des franges d'interférence quand on a un très grand nombre de particules. Donc de façon générale, quand on veut vérifier la théorie en physique quantique, sur une particule on la vérifie pas forcément très bien, mais les prévisions théoriques sont vérifiées sur un très grand nombre de particules. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un aspect probabiliste. Alors maintenant, regardez une chose un petit peu plus surprenante encore. Donc imaginez que l'on mette un détecteur devant une des fentes. Donc là, ici, la fente qu'il y a à gauche. On va pouvoir voir, c'est théorique, un électron, si un électron passe ou non par cette fente. D'accord? Donc on fait passer tous nos électrons. Donc par exemple, celui-ci est passé par la fente de gauche, on peut le voir à l'aide du détecteur. Celui-ci aussi est passé à travers la fente de gauche. Celui-ci passe à travers la fente de droite, puisqu'il n'est pas passé par la fente de gauche, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant quand on fait passer un très grand nombre d'électrons? Vous voyez que sur l'écran, on a un espèce de fouillis, on perd les franges d'interférence. Autrement dit, le fait d'observer les électrons, ça a perturbé leur comportement. Alors, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en physique quantique. On ne peut pas observer une particule quantique sans la perturber, et donc sans changer le phénomène. Donc la mesure n'est pas neutre, c'est pas comme au niveau macroscopique où quand vous mesurez la vitesse d'une voiture, vous n'allez pas influencer la vitesse de la voiture. Toute mesure que vous faites à l'échelle microscopique va perturber l'objet que vous observez. Et en l'occurrence ici, là, le fait de vouloir observer si un électron passe ou non par une fente va faire qu'au final on va voir qu'il passe ou non par cette fente, ce qui fait qu'on va le forcer à choisir s'il doit passer par une fente ou par une autre. Alors c'est un comportement qui est étrange. Vous voyez que si on n'observe pas l'électron, il semble passer par les deux fentes à la fois, et si on l'observe, si on observe ce qui se passe au niveau des fentes, ce que l'on voit, c'est qu'il passe soit par une fente, soit par l'autre fente. Donc, ce qui se passe
ce qu'ont donné nos mesures précédemment, c'est qu'effectivement les électrons passent par les deux fentes, mais que quand on met un détecteur, on perturbe l'électron, et en l'occurrence, alors on dirait qu'on réduit le paquet d'ondes, on le force à passer par une fente ou par une autre, on le perturbe. Voilà. Donc ce sont ces choses-là qui sont un petit peu bizarres à l'échelle microscopique. Donc ne voyez pas l'électron comme une petite particule, comme un petit point. Ce ne serait pas possible d'expliquer pourquoi il donne, quand il passe à travers des fentes, des figures d'interférence. Ne le voyez pas non plus comme une onde, parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi il va donner un seul impact sur l'écran. Voyez-le comme un objet qui est ni l'un ni l'autre, qui peut passer par deux fentes à la fois, donc il n'est pas localisé comme une particule, mais qui par contre, quand il interagit avec un obstacle, interagit en un point particulier, comme une particule. Donc c'est un objet quantique. Donc c'est ici vrai pour les électrons, mais ça va être vrai pour toutes les particules. Elles ont un aspect quantique qui dépend de leur longueur d'onde. Et donc, oui, de leur longueur d'onde, donc de leur quantité de mouvement. Donc j'en ai fini avec ce chapitre qui est un bref aperçu des phénomènes quantiques. J'espère que vous avez quand même compris quelques petites choses et que j'étais assez clair. Et je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.